Sur ces bonnes paroles, on commence. Bonjour à tous. Nous sommes le 18 mars 2026 et on se retrouve pour ce cours d'hébreu avancé. On travaille toujours sur cet ostracon qui est très intéressant, très riche à plusieurs niveaux et on a déjà bien avancé et on a encore quelques difficultés qui nous attendent. Euh, la dernière fois, on a discuté de cette forme verbale, enfin du verbe yarad ici, et de savoir qu'est-ce que ça pouvait être comme forme verbale, en retenant que la solution semble être un infinitif absolu, utilisé dans le sens d'un ordre. Voilà ce qu'il faut faire. Et en disant même que c'est très intéressant puisque pour d'autres verbes, on ne peut pas savoir, on ne peut pas exclure d'autres formes comme par exemple un impératif. Or là, on sait que ça ne peut pas être un impératif puisque on sait que dans les verbes période, à l'impératif, l'initiale, la première radicale iode tombe. Or là, elle est présente. Donc c'est intéressant, le fait qu'on ait un verbe faible nous permet de savoir que dans ce type de syntaxe, de construction, dans des inscriptions hébraïques anciennes, hein, donc qui ne sont pas vocalisées, eh bien, et on a ce genre de syntaxe, ça nous permet de savoir que la forme la plus probable, c'est l'infinitif absolu. Et donc ça veut dire que même quand on aura des verbes forts pour lesquels on pourra hésiter, maintenant on le sait que en général, on l'interprète comme étant un infinitif absolu au sens d'ordre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques justement par rapport à à la dernière fois, par rapport à ce qu'on a vu avant qu'on aille plus loin? Non, je vous écoute, posez votre question. Alors la question qui est posée, c'est de dire à l'accompli du cal, avec un verbe, on va prendre avec le verbe katal par exemple, pourquoi est-ce que le kamet initial ne tombe pas quand on dit catalti? C'est ça votre question. Bon, alors, ça c'est très bien, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous avez la forme catale, d'accord? Ça, c'est l'accompli, c'est l'accompli cal, euh, tout à fait classique. Troisième personne masculin singulier. Vous allez ajouter la postformante ti, d'accord? Cette postformante ti, elle est vocalisée avec un trirec, hein, on lui met une mère de lecture iode, qui n'est pas obligatoire, mais quand même, surtout en fin de mot, on la met. Il y aurait derrière un pronom suffixe. Bon, peut-être on n'utiliserait pas la mère de lecture, mais là on la met. Par ailleurs, le lamed, lui, n'a pas de voyelle, donc on lui met un schwa. Quand il est en fin de mot, la consonne en fin de mot, on ne lui met pas de schwa qui est sans, mais quand il est en milieu de mot, on lui met le schwa qui est sans. Le tav débute une syllabe, on lui met donc un dagesh léger. C'est une bégat kefat, en début de syllabe, on lui met un dagesh léger. Jusqu'ici, pas de problème. Alors effectivement, ce que vous dites, c'est que si l'accent est ici sur le i, sur cette voyelle-là, sur cette consonne-là, cette syllabe-là, on compte un et 2 en arrière, et donc ce que vous dites, c'est que le kamet devrait tomber, c'est ça? Voilà. Eh bien, vous avez raison, ou plutôt vous auriez raison, ou vous avez raison, lorsque effectivement l'accent est ici. Sauf que, en temps normal, l'accent ne tombe pas sur cette postformante. Les postformantes de type consonne-voyelle, de type consonne, attendez, pourquoi ça marche pas? Consonne-voyelle ne prend pas l'accent. D'accord? Vous avez en fait trois, trois épaisseurs, trois poids de postformantes. Vous avez des postformantes de type voyelle, de type consonne-voyelle et type consonne-voyelle-consonne. Voyez? Donc, euh, une postformante de type voyelle fait tomber la voyelle précédente. La postformante de type consonne-voyelle ne prend pas l'accent. Et la postformante de type consonne-voyelle-consonne prend l'accent. D'accord? Donc ça, c'est les règles que vous pouvez retenir sur l'adjonction de
postformante à l'accompli. Donc, vous partez d'une forme catale. Si vous avez une postformante de type voyelle seule, par exemple, vous prenez je repars de catale, vous mettez à la troisième personne du pluriel, c'est un simple ou. C'est une postformante de type voyelle. Je mets un ou à la fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il fait tomber la voyelle précédente. Tac, Catelou. Voyez? Ça, c'est la règle. Et évidemment, il va prendre l'accent. Puisque de toute façon, l'accent ne peut pas rester sur cette voyelle-là puisqu'elle est tombée. La voyelle est tombée, donc nécessairement, l'accent, il va se retrouver là. Une postformante de type consonne-voyelle, comme ti ou ta, ne prend pas l'accent. Donc, vous allez avoir ka, tal. Donc, ça, c'est la forme sans préformante. Ka, tal, évidemment, l'accent est sur la dernière syllabe. Vous allez ajouter votre ti, il ne prend pas l'accent. Ka, tal, ti. Et à partir du moment où il ne prend pas l'accent, bah, du coup, le kamets avant, il est en situation prétonique, il n'a pas de raison de tomber. Et puis enfin, consonne, voyelle, consonne, lui, il va prendre l'accent et on va appliquer les règles classiques. Donc si vous partez de catal et vous allez ajouter thème, par exemple, deuxième personne du pluriel, masculin pluriel, thème, là c'est un suffixe lourd, consonne, voyelle, consonne. Lui, euh, euh, au lieu que l'accent reste là, catal, thème, eh bien l'accent va descendre, catal, thème. Et donc là, pour le coup, effectivement, on compte un et 2 en arrière et on fait tomber. Ktaltem. En hébreu moderne, on fait pas tomber, on dit pas ktaltem, on dit kataltem. En hébreu moderne. Mais bon, ça c'est pas grave. Ça c'est une petite. J'avais été surpris moi quand j'avais appris l'hébreu moderne et j'avais corrigé ma prof d'hébreu moderne. J'étais à l'Ulpan. Et elle me dit kataltem. Je dis bah non, c'est ktaltem. Alors elle me croyait pas. Donc elle a vérifié. Elle a dit ah bah oui, t'as raison. C'était une Israélienne. Elle était surprise que je connaisse mieux la grammaire hébraïque qu'elle. Bref, donc là où vous n'avez pas tort quand même, c'est qu'il peut arriver que un suffixe de type, une postformante, pardon, de type consonne-voyelle prenne l'accent, et ça c'est dans le cas du VAV consécutif. Donc, si vous regardez le cas donc du VAV consécutif, alors je vais l'écrire en français, voilà, non, ça c'est du grec. Dans le cas du VAV consécutif, ce qu'on appelle le V-catal, effectivement, on va avoir V-catal ti. Voilà. Donc normalement, ça c'est ce qu'on devrait avoir. Catal ti, c'est ce qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Que la postformante de type consonne-voyelle n'est pas assez lourde pour prendre l'accent. Sauf que précisément, si c'est un VAV consécutif, au lieu de dire V-catal ti, on va dire V-catal ti. Bon. Et là, on a un déplacement d'accent. Et donc, on aimerait faire tomber l'antéprétonique, mais ça n'est pas ce qu'on constate. C'est c'est ce qui a fait dire d'ailleurs à certains que cette forme de VAV consécutif est artificielle et que c'est juste une façon d'indiquer que c'est un VAV consécutif. C'est-à-dire, quand je dis que c'est artificiel, dans le sens où il ne s'agit pas de dire au niveau de la syntaxe, qu'il n'y a pas cette idée de consécution logique ou chronologique dans le futur. On le voit, on a des versets où c'est évident, vous avez Yictol, plus Vekatal, plus Vekatal, plus Vekatal, il fera ceci, puis il fera cela, puis il fera cela. Donc on le voit au niveau du contexte, que effectivement c'est une syntaxe qui est bien documentée. Mais la façon dont on va indiquer cette syntaxe dans la vocalisation, eh ben, on s'est rendu compte que, effectivement, ce déplacement d'accent, euh, malgré tout, alors que là, pour le coup, vous avez raison, à partir du moment où l'accent il descend là, euh, sur le ti, normalement, on devrait pouvoir compter un et 2 en arrière, donc il faudrait faire tomber la voyelle sous le camès devrait tomber, ktalti,
Et puis du coup, puisqu'on aurait deux schwa qui se suivent, on aurait quelque chose comme Uktalti, quelque chose comme ça. Vous voyez, il faudrait faire remonter le, 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 le schwa en voyelle pleine sous la conjonction, etc. Donc ça, c'est des modifications qu'on attendrait et qu'on n'observe pas. Donc il y a, les massorètes nous disent il y a un déplacement de timbre, un déplacement d'accent, pardon. Sauf que d'ailleurs, c'était même pas systématique. C'est aussi ça un autre problème, c'est que quand on a un vécatal, quand on a un vav consécutif, un accompli avec vav consécutif, eh bien parfois l'accent ne descend même pas. C'est le seul indice qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, mais il n'y est pas toujours. Et le fait que même quand il y a ce déplacement d'accent, il ne soit que partiel dans le sens où il n'a pas les implications qu'on attendrait, tout ça, voilà, fait penser que peut-être c'est une façon, malgré tout, d'essayer d'indiquer que c'est un VAV consécutif en déplaçant l'accent, mais que ce déplacement, il est peut-être tardif, en tout cas postérieur aux règles de chute de voyelle, un truc comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est des fois, il y a ces mécanismes, on ne sait pas toujours dans quel ordre historiquement ils se sont produits. Euh, bon, voilà, et ni à quelle époque d'ailleurs. Donc, voilà pour répondre à votre question. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques tant qu'on en est là? Non? Alors, la question que vous posez, c'est la différence entre le patar et le kametz pour savoir quelle est la voyelle qu'on va mettre euh, quand on a consonne-voyelle, donc une syllabe ouverte. Ce qu'on appelle syllabe ouverte, consonne-voyelle, syllabe fermée, consonne-voyelle, consonne. Effectivement, un A, euh, comment dire, un A, bon, primitivement, il y a un A bref et un A long. Je vous ai déjà expliqué le modèle des langues sémitiques, qui est artificiel, hein, j'en conviens, hein, c'est de dire il y a trois timbres différents, A, I, OU, et pour chacun de ces trois timbres, deux longueurs possibles, voyelle courte, voyelle longue. Bon, ça, c'est la théorie. Euh, Partant de là, pour ce qui est du A, primitivement, soit c'est un A bref, soit c'est un A long. Si c'est un A long, il devient un O en hébreu. Donc c'est réglé. Le A long va devenir un O. Donc vous allez l'écrire Cholem. Donc il n'y aura pas d'hésitation entre Patar et Kametz. Euh, ou alors il faudrait que ce soit un Kametz Ratouf. Euh, mais le Kametz Ratouf, lui, c'est plutôt quand ça dérive d'un ou primitif. Bref, enfin voilà. Donc, admettons qu'on a un A bref primitif. Donc on se retrouve avec un A bref primitif et on veut savoir si on l'écrit patar, ce qui paraît logique, parce que c'est le timbre A en hébreu, ou si on met un kametz, qui normalement est un O, un petit peu ouvert comme ça, entre le A et le O. Eh bien, effectivement, si vous êtes en syllabe fermée, vous allez mettre un patar. Donc ça, c'est clair. En syllabe fermée, vous aurez toujours un patar. Ça, il n'y a pas le choix. Euh, il va même y avoir des cas, mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, où ce A va devenir un I en hébreu. C'est un A bref en syllabe initiale fermée atone, ce qu'on appelle le A entravé. Enfin, je sais pas qui dit ça. Enfin, mon maître Jean Marien parlait de A entravé. Je suis pas sûr que l'expression soit de lui. Mais en tout cas, un A bref en syllabe initiale fermée atone va devenir un I en hébreu. Euh, Moi, je retiens toujours l'exemple Mariam, Myriam. Mariam, vous connaissez le prénom, hein, donc c'est Marie, Mariam primitivement, que vous avez encore en araméen et en arabe. Et en hébreu, il s'écrit sous la forme Myriam, avec un chirek. Et donc, comment expliquer cette vocalisation I qui est propre à l'hébreu, hein, dans les autres langues sémitiques, c'est un A. Alors, il n'y a pas que Mariam, Myriam, hein, vous avez, euh, je sais pas, bah justement, Magdal, si je reprends Marie de Magdala, Magdal, Migdal, pareil, vous allez avoir Migdal en hébreu, enfin bref, vous avez tout un tas de mots en hébreu, tous les shem maktal, concrètement. Si vous avez un shem maktal, eh bien, vous allez le trouver écrit la plupart du temps en hébreu sous la forme miktal. Si le A est en syllabe
initial fermé atone, un A bref. Dans macom, vous gardez le son A, parce que dans macom, la racine est le verbe, c'est le verbe cum, hein, c'est un schème mactal, mais avec un verbe faible, un concave, et du coup, le A est en syllabe ouverte. Macom. Comme il est en syllabe ouverte, il se maintient sous la forme de A. Mais si on est en syllabe fermée, ce A. Donc ça, c'est le cas très particulier d'un A bref en syllabe initiale fermée atone. Mais sinon, de manière générale, un A bref en syllabe fermée, il va s'écrire patar. En syllabe ouverte, il va s'écrire kametz. Voilà, ça c'est plutôt la règle. Donc effectivement, quand vous avez, bah, il suffit de voir katal d'ailleurs. euh, Regardez, justement, tout à l'heure on parlait du verbe katal. Typiquement, c'est vous avez deux A brefs primitivement. Primitivement, ce sont deux A brefs. Ka, tal. Simplement, vous avez une syllabe ouverte. Syllabe ouverte s'écrit kamet. Syllabe fermée s'écrit patar. Les deux A que vous avez ici, dans les deux cas, ce sont des A brefs. En hébreu, un A bref en syllabe ouverte va être écrit kamet, A, et en syllabe fermée va être écrit patar, A, rotal. Alors vraiment, ça devrait se prononcer comme ça, hein. Rotal, quelque chose comme ça. Bon. Moi je ne sais pas très bien prononcer, en plus c'est des langues anciennes. Mais donc, il faut imaginer quelque chose comme ça. Comme je vous dis, après, là où ça peut changer, c'est l'accentuation. Vous pouvez avoir, notamment dans des formes non verbales, un A bref en syllabe fermée, mais qui sera accentué, et notamment la syllabe finale, parce que c'est souvent la syllabe finale qui est accentuée. Et lui, vous allez pouvoir l'écrire avec un kametz. Par exemple, si vous avez un adjectif, prenez le même adjectif avec un shem katal, eh bien, vous allez l'écrire comme ça, avec deux kametz. Ka, ça en syllabe ouverte, il n'y a pas de problème, mais là, on est en syllabe fermée. Et on est en syllabe fermée, mais qui est accentuée. Bon, vous me direz là aussi, hein, la syllabe fermée est accentuée, c'est la syllabe finale qui est accentuée, mais on est dans une forme non verbale. Et dans une forme non verbale, vous pouvez avoir le A bref peut devenir un kametz dans une syllabe fermée, accentuée. D'accord? Alors, la question que vous posez, c'est pourquoi à l'infinitif on a ktol, c'est ça? Vous parlez de l'infinitif construit. Parce que l'infinitif absolu, on en a parlé la semaine dernière, la forme primitive, c'est katal avec un A long. C'est katal, et donc le A long est devenu un O en hébreu, qui a donné donc en hébreu katol. D'accord? Donc ça, c'est l'infinitif absolu. Pour l'infinitif construit, en fait, il faut partir d'une forme kutul, une forme bref kutul, qui va donc, vous allez vous retrouver avec donc deux ou brefs. Alors les ou brefs, en général en hébreu, deviennent des o. Donc ça va vous donner une forme kotol. Je vais d'abord la mettre comme ça. En hébreu, les ou brefs, je vais mettre aussi un astérisque. Et donc vous allez vous retrouver avec une forme kotol, mais comme on est une forme d'infinitif construit, on va supposer que c'est comme si on avait un nom à l'état construit. Donc comme si vous avez bah, justement, prenez Katol, hein, imaginez Shalom, et vous le mettez à l'état construit, ça fera Shlom, puisqu'on considère qu'à l'état construit, le mot doit être lu avec celui qui suit. Donc même s'il n'est pas proclitique, on va quand même considérer, hein, c'est comme vous avez Davar, ça va vous faire Dvar. Vous voyez, tout à l'heure on parlait d'un chêne katal, pensez à Davar, la parole de quelqu'un, la parole du Seigneur, Dvar Adonai. Donc à l'état construit,
on va faire chuter cette voyelle-là et on va considérer que ça va s'écrire derrière, vous voyez, comme si vous aviez une chaîne d'état construit. Ça, c'est la forme primitive Koutoul. Cela dit, en hébreu, c'est intéressant de faire le parallèle, et c'est souvent ce qui est fait, c'est-à-dire d'imaginer, alors, comment je peux faire? J'ai toujours des problèmes d'écriture. Je vais aller à la ligne, ce sera peut-être plus simple, non? Alors attendez. Voilà. Ça fait penser, si vous regardez l'état construit, ah mince, alors attendez. Je vais aller à la ligne suivante, c'est plus simple. Si, si, si vous, si vous passez à l'inaccompli, vous avez yiktol, c'est la forme de l'inaccompli, yiktol. Et si vous enlevez la préformante, ça vous fait ktol. Autrement dit, ça vous fait la même forme que ça. L'infinitif construit, en hébreu, il ne faut pas que j'oublie mon cheval, on a l'impression que c'est l'inaccompli dont on a supprimé la préformante. Ce qui est intéressant parce que euh, c'est la même chose pour l'impératif, puisque vous partez aussi de la forme à l'inaccompli, tiktol, et vous enlevez la préformante, donc tiktol, tu, à l'indicatif, ktol, tu. Dans les deux cas, on est à la deuxième personne masculin singulier, mais on dit, bah voilà, c'est facile. Donc pour faire l'impératif, vous prenez l'inaccompli, vous supprimez la préformante. Et bien de la même manière pour l'infinitif construit, on dit, vous prenez l'inaccompli et vous enlevez la préformante. Et c'est comme ça aussi qu'on a construit l'infinitif construit en hébreu. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu, et c'est comme ça qu'on voit que c'est construit pour un certain nombre de verbes. Donc, il y a une sorte de double origine de l'infinitif construit. Il y a une forme koutoul primitive en proto-sémitique, mais dont on va pas forcément garder le souvenir en hébreu, parce que les gens qui parlent hébreu, ils connaissent pas le proto-sémitique, hein. Ça, c'est des constructions que nous on fait à partir des connaissances qu'on a des autres langues sémitiques. C'est la même chose pour les langues indo-européennes. Quand on fait la grammaire comparée des langues indo-européennes, on va vous dire, en fait, tel mot français a telle étymologie, regardez ce qu'il y a en sanskrit, en latin, en grec, voilà, on vous explique. Et donc, regardez en italien, regardez, bon. Donc ça, c'est des constructions savantes. Les locuteurs connaissent rien, pour eux, c'est comme ça qu'ils parlent. Et donc, à un moment donné, ils font des associations d'idées, et la langue, elle se développe, ensuite, elle a un développement interne. Donc l'hébreu a aussi un développement qui est interne à l'hébreu. Et donc, on peut comprendre que l'infinitif construit, avait une forme primitive koutoul, qui a donné ktol en hébreu, qui donc est la même forme que l'inaccompli privé de la préformante, a donné naissance à cette forme habituelle de l'infinitif construit. Mais c'est intéressant de savoir que primitivement, c'est un shem koutoul, qui devient kotol en hébreu, parce que c'est précisément une forme que vous allez retrouver parfois avec notamment des pronoms suffixes. Quand vous allez dire kotlecha, l'action de tuer de toi, d'où vient ce O de kotlecha? Parce que si vous parlez de yiktol, bah, yiktol, je suis désolé, mais entre le kof ici, là, le schwa qu'il a, c'est un schwa qui est sans, il n'y a jamais eu de voyelle O, d'où sort cette voyelle O. Vous voyez. Donc là, on voit il faut bien expliquer à un moment donné là, cette voyelle O qui apparaît. Donc là, l'explication proposée, c'est de revenir, d'avoir une sorte de trace, de vestige de cette forme d'infinitif construit Koutoul. Donc voilà qui explique les deux explications, mais qui sont pas incompatibles, hein, pour dire que la forme de l'infinitif construit, c'est Ktol. Ça répond à votre question? Très bien. Bon, bah c'est parfait. Moi, je suis là pour ça. Je suis content de servir à quelque chose. D'autant que effectivement, c'est des choses que vous ne trouverez pas beaucoup dans les grammaires. Voilà, voilà, la grammaire de Jouon était très bien il y a un siècle. Depuis, on a un peu progressé. Et donc, si vous regardez la version anglaise de la grammaire de Jouon, faite par Muraoka, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, voilà, vous avez déjà une bonne matière pour travailler. Mais c'est vrai qu'effectivement,
On n'a pas non plus tout dedans. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de mes maîtres. Et donc, je suis content de pouvoir transmettre cette connaissance que vous ne trouverez pas toujours dans les livres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Sinon, on continue le texte. C'est bon pour vous? Bon, très bien. Alors, on y va. Je vous remets donc le texte à l'écran. Comme je disais, donc, on avait regardé la dernière fois cette forme Yarod. Euh, je vais vous remettre aussi je vais vous remettre le contexte. En fait, on avait donc la salutation, hein, euh, puisqu'on avait cette formule de bénédiction, Berar Tichem l'Adonai, Veata. Et maintenant, Yarod, il faut descendre. Et ensuite, on a le mot suivant. On n'avait pas regardé le mot suivant d'ailleurs. Alors, on va regarder ça maintenant. Donc, on avait Yarod. Je vérifie que j'ai bien copié le texte avec un point à la fin. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est ce mot, à votre avis? Le verbe kara. Oui, très bien. À l'état construit. À l'état construit, vous voulez dire, mais si c'est un verbe, vous voulez dire l'infinitif construit? Alors, le iode final pose problème. Le lamed devant serait une préposition, et le iode final, vous vous demandez ce que c'est. Alors, un pronom personnel, première personne, ouais. Donc, ce serait un verbe qui veut dire marcher vers quelqu'un, et donc marcher vers moi. Alors, et ce verbe kara, l'entrée lexicale, c'est quoi? La racine, c'est quoi? Donc, kof, resh, et la racine, oui, la racine. Kof, kof, resh, he, avec deux kametz, d'accord. Le verbe kara, dans votre dictionnaire, qui veut dire marcher vers quelqu'un. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre un pronom suffixe euh, euh, de la première personne du singulier? D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez une vocalisation à proposer pour cette forme? Lik. Alors, j'ai entendu likroti, likreti, likrati. Likrati, vous mettriez quoi comme voyelle alors? Un kamet. Très bien. Donc, likrati, euh, on aurait donc la préposition lamed, suivie de l'infinitif construit du verbe kara, avec une
un pronom suffixe de la première personne du singulier. Ce pronom suffixe, c'est ti, selon vous? D'accord. Alors, vous voyez, le ti, on l'a vu tout à l'heure, comme, c'était où? Postformante de l'accompli. Alors, mais on l'a pas vu comme pronom suffixe. Vous voyez, j'essaie de faire une différence entre une postformante et un suffixe. Une postformante, c'est effectivement, dans les deux cas, c'est quelque chose qui se greffe à la fin. On est d'accord. Euh, Dans le cas d'une postformante, elle fait partie intégrale de la construction du verbe. Elle forme le verbe. Hein, donc c'est la formation du verbe. Donc le verbe à la première personne du singulier, c'est catalti, alors que le suffixe, c'est un autre mot qu'on va certes coller, mais qui est quand même un mot indépendant. C'est ça la différence entre une postformante et un suffixe. Par exemple, catalti, je tue, je peux avoir l'objet direct du verbe qui sera soit indépendant, je vais tuer toi, je peux le mettre à côté, catalti otra, et là vous savez qu'on met le et plus donc la particule et qui introduit le complément d'objet direct avec le ra, deuxième personne du singulier, catalti otra, et donc on peut l'écrire comme ça. Euh, ou bien, je peux carrément coller mon objet direct en disant je tue toi et le ra, faut lui mettre un kametz, je te tue toi. Et là, effectivement, on va avoir le ra comme suffixe. Mais le ra n'est pas un suffixe, le ti, et le ra est un suffixe, ça n'est pas une postformante, et le ti est une postformante et ça n'est pas un suffixe. D'accord. Est-ce que c'est clair la différence entre une postformante et un suffixe? Bon, voilà, ok. Alors pour la petite info, si je mets Cataltira, l'accent va descendre et là pour le coup j'aurai Ctaltira. Voilà, on en parlait tout à l'heure justement de dans quel cas on faisait tomber la voyelle. Typiquement, contrairement au VAF consécutif où l'accent va descendre mais on ne fera pas tomber l'antéprétonique, là on fait vraiment descendre l'accent et on va vraiment faire tomber l'antéprétonique. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça, c'est ce qui fait dire que quand là, dans l'accompli avec VAF consécutif, l'accent qui descend, on se pose la question de savoir si c'est, comment dire, euh, enfin, à quel stade de la langue est-ce que ce déplacement a eu lieu et voir certains se demandent si c'est pas artificiel. Donc voilà, ici, donc là, ici, on a les règles qu'on connaît bien. Ktam ti, ra. Et donc le ti va être une postformante. Dans ces cas-là, souvent d'ailleurs, en hébreu biblique, vous n'aurez pas la mère de lecture yod. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez souvent le voir écrit comme ça. Donc voilà, vous l'avez pas, on peut mettre entre parenthèses. Et le ra, lui, est un suffixe. Donc, je reviens maintenant ici. Si vous dites que le ti c'est la marque de la première personne du singulier, ça veut dire que ce serait une postformante, ti, mais c'est derrière un accompli. Donc ça n'est pas derrière un infinitif. Derrière un infinitif construit, vous aurez un suffixe et non pas une postformante. Et ce suffixe, eh bien, il va être le même que celui que vous avez, ou à peu de choses près, celui que vous avez derrière les noms. À vrai dire, pour l'infinitif construit, vous avez droit aux deux types de suffixes. Vous pouvez soit mettre un suffixe comme celui que vous avez derrière un substantif, soit un suffixe comme celui que vous avez derrière les verbes. Si je vous remontre je vais vous remontrer mon tableau de paradigme. Attendez, je vais vous le retrouver. Voilà. Alors, ça, c'est le verbe fort. Ce qui m'intéresse, c'est les suffixes. Voilà.
si vous regardez ici, hein, la colonne de l'infinitif, l'infinitif, c'est un nom verbal. Donc, c'est à la fois, vous l'avez dans des tableaux de paradigmes verbaux, on dit que c'est une forme verbale, mais en même temps, ça se comporte comme un nom. Donc, c'est à cheval entre le substantif, entre le nom et le verbe. Donc, si vous dites c'est un nom, à l'état construit, vous avez comme sous, ben, le cheval, vous allez dire souci, sous-sera, sous-serre, sous-saut, etc. Et donc, vous avez la même chose. Ici, vous allez avoir un donc, suffixe rirek iod, suffixe pronominal, suffixe ra, suffixe r, o, a, enu, chem, chen, am, an. Voilà, vous allez avoir les mêmes suffixes. Donc, vous avez souci, vous allez dire kotli. Sousra, kotlecha. D'accord? Sauf que, vu que c'est aussi une forme verbale, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un pronom suffixe le même que celui que vous allez trouver derrière un verbe. Donc là, vous avez ici au yictol, puisque comme je vous dis, on a dans l'idée aussi que l'infinitif construit, c'est vous prenez le yictol et vous enlevez la préformante. Donc de yictol, ça vous fait ktol. Et donc, vu que si vous mettez le pronom suffixe yicteleni, donc il tue moi, il me tue, le ni ici est un pronom suffixe, COD, hein, le complément d'objet direct qui est suffixé, eh bien cette vocalisation, cette forme du suffixe, d'abord avec un nun et une voyelle de liaison et, qui est la caractéristique de l'inaccompli, hein, parce qu'à l'accompli, vous avez une voyelle de liaison A. Hein, c'est une des différences entre les pronoms suffixes derrière un accompli et derrière un inaccompli. Vous voyez, je l'ai indiqué. Derrière le catal, la voyelle de liaison est un A. Derrière le yictol et les conjugaisons dérivées, c'est le petit, etc., la voyelle de liaison est un E. Donc, derrière un catal, il a tué qui ça, moi, on va dire katal ani, avec la chute de l'antéprétonique, ktalani, d'accord? Mais il me tue au yictol, ou il me tuera, yicteleni. Et donc, ça, c'est la différence entre l'accompli et l'inaccompli, voyelle de liaison et puis, de manière générale, le pronom suffixe de la première personne, pour une forme verbale, vous allez avoir un nun ici, que vous n'aurez pas si c'est un substantif. Souci. On ne dit pas souceni, mon cheval. Non, on dit souci, mon cheval. Donc ici, ce qu'on observe, c'est qu'on a les deux. Vous allez avoir kotli, l'action de tuer de moi, et vous allez avoir aussi kotleni, l'action de tuer de moi. Alors, on comprend bien pourquoi on peut avoir les deux, puisque je vous dis, l'infinitif est un peu à cheval entre d'un côté les formes verbales, de l'autre les formes nominales. Mais on peut aussi se poser la question, dans un certain nombre de cas, de la fonction de ce pronom suffixe dans la phrase et par rapport au verbe. C'est-à-dire, il y a l'idée que kotli, c'est l'action de tuer de moi étant le sujet de l'action de tuer de moi, c'est-à-dire c'est moi qui tue, l'action de tuer accomplie par moi, alors que kotleni, ce serait l'action de tuer de moi, c'est-à-dire qui est-ce qu'on tue? Moi. L'action de me tuer. Euh, Ça se vérifie. Je suis pas sûr que ça se vérifie partout. Hein. Il faudrait reprendre toutes les formes euh, où vous avez des infinitifs construits avec un pronom suffixe, première personne du singulier, et vérifier si c'est systématique. J'ai pas fait le travail. Il y a certainement des gens qui l'ont fait, donc il faudrait se référer à ce travail qui a été fait, ou sinon le faire soi. Euh, mais euh, Voilà, donc sachez que les deux sont possibles. Dans tous les cas, vous n'avez pas ti. Vous voyez, donc vous pouvez pas avoir un infinitif construit, ktol, et ensuite avec un ti à la fin, ktol, ti. Ça marche pas. Donc, euh, le tav que vous avez ici ne peut pas faire partie d'un suffixe pronominal ou d'un pronom, enfin voilà, d'une postformante. Ça peut pas être une postformante parce il n'y a pas de postformante à l'infinitif, il y a que des pronoms suffixes. Et si c'est un pronom suffixe, vous avez soit une voyelle i, soit une consonne, une syllabe ouverte, ni.
avec une voyelle de liaison éventuellement. Mais donc pas de. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce tave? Mais oui, je vous écoute. Donc on a un verbe troisième faible et le tave est caractéristique de l'infinitif construit des verbes à troisième faible. Donc effectivement, c'est tout à fait exact. Le tave que vous avez ici ne fait pas partie d'un suffixe pronominal, mais il fait partie de la construction du verbe, la formation du verbe à l'infinitif construit. Donc, si vous prenez un verbe à troisième faible, euh, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais peut-être mettre ça sur un autre écran. Donc, vous prenez un verbe à troisième faible, le verbe que vous aimez bien, bana ou gala, ou voilà, je sais pas ce qu'on prend d'habitude. Bon, un verbe à troisième faible, d'accord? La racine est une troisième faible. Alors, dans votre dictionnaire, vous allez le trouver souvent, vous allez trouver l'entrée gala, d'accord? Parce qu'on va vous donner la forme de l'accompli troisième masculin singulier. L'accompli cal troisième masculin singulier, ça va s'écrire gala. Et donc, on croit souvent à tort que le he fait partie de la racine. Que vous avez une racine, guimel, lamed, he, gala. Gala, ça veut dire ouvrir, hein, gala, enfin dévoiler. Hein, gala, c'est dévoiler. Souvent, on prend bana aussi comme verbe, comme exemple, bâtir, voilà, bref. Donc, oui, qui est peut-être plus connu. Allez, je vais partir sur bana parce que c'est plus connu. Voilà. Donc, bon, faut que je mette du coup un dagash. Alors, on va vous souvent donc vous allez croire que la troisième que le he à la fin fait partie de la racine, ce qui est faux. Il existe des verbes dont la troisième radicale est un he, la consonne he. Ils sont rares et dans ces cas-là, on met un mapic dans le he pour indiquer qu'il est prononcé, que c'est une consonne et non pas une voyelle, d'accord? Euh, euh, voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. Donc en général, même si dans votre dictionnaire on vous met bana, sachez qu'en fait la troisième radicale, qui est faible, ça n'est pas un he. Le he ici est une mère de lecture pour un son a. Ça vous dit juste que c'est bana, et comme ça se termine par un a, on lui met une mère de lecture. Donc le he est une mère de lecture. Alors que quand j'indique que la racine c'est bet nun yod, j'indique bien que la troisième radicale c'est un yod en fait, une consonne yod. Et que donc la forme primitive, c'était bana ya, avec cette consonne iode. Maintenant, ce qui se passe pour ces verbes à troisième faible, effectivement, c'est que la troisième faible est un iode ou un vave. D'ailleurs, bien souvent, les verbes à troisième faible, la troisième radicale, on dit que c'est un iode. Mais si vous comparez avec d'autres langues sémitiques, vous vous rendrez compte que assez souvent, en fait, ça vient même d'une racine. Attendez, il faut que j'écrive. Euh, Là, du coup, je vais pas l'écrire en hébreu. Ah, comment je vais faire? Moi, je voulais. Oh, mince, je vais le mettre comme ça pour qu'on arrive à. Vous allez voir assez souvent que la troisième radicale est en réalité un, un vav, un W. D'accord? Mais ça, on le sait par comparaison avec d'autres langues sémitiques ou bien précisément parce qu'on va retrouver cette consonne. Mais voilà, donc ça, vous avez l'habitude qu'il y a souvent une permutation vav-iode, qui sont les deux semi-consonnes, qui sont toutes les deux susceptibles de donner des voyelles. Bon. Et donc, dans un certain nombre de cas, effectivement, le iode va tomber. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour d'ailleurs ce verbe-là. Hein, on peut, je n'ai pas vérifié qu'est-ce qu'on a dans les autres langues sémitiques. Mais alors, on peut regarder tout de suite d'ailleurs si que Lord Baumgartner nous le dit. Après, il faudrait regarder dans d'autres.
Ouais, donc en sud-arabique, bah, on a les deux. Vous voyez, en sud-arabique, je sais pas si vous voyez, je peux écrire plus gros. En sud-arabique, on a bet, nun, yod ou vav. Vous voyez, donc bon, voilà, incertitude, j'en sais rien. J'ai pas, il faudrait vérifier si on a une meilleure documentation maintenant qui nous permettrait de savoir, mais bon, peu importe. Voilà. Pour ce qui nous intéresse, euh, on va dire que c'est donc bet, nun, yod. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à l'accompli, vous allez avoir une forme. euh, Mince, j'arrive pas à passer à la ligne. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir une forme primitive. Je vais mettre un astérisque. Banaya. Et le iode va se retrouver entre deux A. Et donc la forme Aya va se contracter en A. Bana. D'accord? Le Aya va devenir A. Donc ça, c'est ce que vous allez observer, c'est qu'une semi-consonne, que ce soit un iode ou un vav, entre deux voyelles, va tomber. Si c'est juste une une diphtongue, aïe, elle va se contracter en est. Mais si, au lieu d'avoir une diphtongue, vous avez une semi-consonne qui est prise entre deux voyelles, il va avoir tendance tout simplement à tomber, et vous allez avoir vos deux A qui se suivent, bana, d'ailleurs je pourrais écrire comme ça si on veut, hein, bana, euh, et donc qui va nous donner donc bana. Et c'est la forme que vous avez donc à l'accompli, bana. Le iode est tombé. Et donc, on vous met un He comme mère de lecture. Maintenant, à l'état construit, effectivement, si vous regardez ce qui se passe pour ces formes, euh, euh, eh bien, vous allez avoir la forme hot, bnot. Normalement, on devrait avoir ktol, n'est-ce pas? Ça, c'est la forme que vous attendez pour l'état construit, ktol. Et donc, vous dites, bon, bah, très bien, ktol, si je mets mes trois consonnes, bet, nun, yod, ça fait bnoï, quelque chose comme ça. Bon. Et donc, au lieu d'avoir bnoï, euh, la forme bnoï, en fait, vous allez avoir la forme bnot. Alors, on pourrait imaginer qu'effectivement, cette forme bnoï, avec une sorte de diphtongue oi, quelque chose comme ça, euh, euh, on n'aime pas, vous voyez, se terminer par comme ça une sorte de diphtongue. Donc, on va contracter la diphtongue, on peut imaginer, ou même qu'il y ait une chute du iode, hein, clairement, là, la troisième radicale. Alors, la question, c'est est-ce que ce phénomène se produit? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que ça vient d'une troisième radicale primitivement vave ou primitivement iode? Si en plus de ça, c'est un phénomène qui prend place à l'époque où c'était encore une troisième radicale vave, ça ferait pas bnoi, ça ferait bnou, carrément, hein. Donc, ça peut même imaginer bnou, et donc à ce moment-là, on a bno. Très clairement, le O, une diphtongue O se contracte en O. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, on aurait bno ou bnou ou quelque chose comme ça, mais plutôt bnoi. Enfin voilà, bno ou bnou. Et donc, le tav, ici, c'est une adjonction qui permet de retrouver une troisième consonne et qui permet en plus, puisqu'on a dans l'idée qu'un infinitif construit, c'est comme un nom à l'état construit, eh bien, ça donne une forme féminine. On a l'impression que c'est euh, une forme féminine à l'état construit, puisque un mot féminin, vous allez avoir Malka, c'est la reine, Malkat. Voilà, vous allez avoir comme ça la forme du tave du féminin construit. Et donc, ce tave, il peut évoquer tout ça. Il peut, enfin, il est probablement dû au fait que d'une part, on se sent mal à l'aise de pas, qu'il nous manque une troisième radicale, et que par ailleurs,
ça permet d'avoir une forme qui ressemble à un état construit, puisque c'est précisément le but de l'état construit. Bon, voilà. Ça reste évidemment spéculatif. Ça, on essaie d'imaginer, on établit des hypothèses pour comprendre la forme qu'on constate. En tout cas, la forme qu'on constate, c'est ça, gnot, glot, etc., etc. Bon, voilà. Donc, et avec la préposition la mettre devant, live note, si vous mettez effectivement pour bâtir, vous avez la forme live note. Est-ce que ça va pour vous? Oui? Oui. Alors effectivement, vous dites, vous avez trouvé deux. Alors, c'est une très bonne question. J'allais y venir justement. J'attendais déjà d'être sûr qu'on ait bien compris cette construction, que ce soit clair pour tout le monde. Le fait qu'on ait deux formes, donc cara, dans le dictionnaire, je vais y venir. Mais justement, donc si on part de là, leave note, si vous prenez le verbe cara, maintenant on revient à notre verbe cara, donc c'est ce que on me disait tout à l'heure, le verbe kara, verbe troisième faible, eh bien normalement, si vous appliquez la règle qu'on vient d'expliquer, on doit avoir la forme likroth. D'accord? Euh, Ça c'est ce qu'on devrait avoir comme forme. Euh, En revanche, on a aussi un verbe avec une troisième gutturale, le verbe kara. Alors attendez, ça je vais mettre ça sur la même ligne. Vous avez le verbe kara avec un aleph à la fin, qui existe aussi. Donc, c'est pas une troisième faible. Enfin, si, parce que le aleph est faible aussi. Mais souvent, quand on parle de troisième faible, on pense souvent à un yod ou à un vav primitif, disons. Mais là, en l'occurrence, c'est une troisième gutturale. Alors, c'est vrai qu'il y a des gutturales fortes et faibles. Le aleph, effectivement, est une gutturale faible. Et on sait que le Aleph, qui est censé être un coup de glotte, à l'initiale, effectivement, on peut bloquer le passage de l'air pour la prononciation. Eretz, effectivement. Et on va dire ha-aretz. Le Aleph à l'initiale, il peut être prononcé, hein, dans le sens, la prononciation étant le coup de glotte, hein, l'arrêt du passage de l'air, hein, on bloque le passage de l'air. Euh, Alors que, au contraire, en fin de syllabe, le aleph, au lieu de bloquer le passage de l'air, bon, on le laisse tomber. Donc on est habitué à avoir un amuissement du aleph quand il est en fin de syllabe. Il est censé fermer la syllabe et en fait, il tombe et donc considère qu'on a une syllabe ouverte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on écrit kara de cette façon-là et non pas avec un patar. Alors vous savez que quand on dit katal, normalement, vous avez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez un patar dans la deuxième syllabe. Donc normalement, on devrait avoir un patar dans la deuxième syllabe, mais parce qu'on est censé être en syllabe fermée. Katal. Or là, le aleph n'est plus prononcé, il y a un amuissement, il est devenu quiescent, et donc à ce moment-là, on va rester en syllabe ouverte et on va mettre kara. Et là, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque effectivement, vous allez avoir la possibilité, si vous êtes à l'inaccompli, donc quand vous êtes, vous avez katal à l'accompli et à l'inaccompli, vous avez yiktol. Eh bien alors, vous allez avoir la possibilité d'avoir Yikro ou Yikra. D'accord? Souvent, les verbes effectivement à troisième guttural vont avoir une voyelle A, vont préférer avoir une voyelle A, même si c'est un chet ou etc. Vous aurez plutôt une voyelle thématique A qu'une voyelle thématique O. Donc on n'est pas surpris d'avoir Yikra ou quelque chose comme ça si vous dites à l'inaccompli. Et partant de là, si vous dites ah mais moi je construis l'infinitif construit en supprimant la préformante, eh bien si vous enlevez la préformante, ça vous fait cra.
Et donc, on peut imaginer un infinitif construit cra. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que rappelez-vous que l'infinitif construit, il y a deux façons de l'imaginer. Soit vous imaginez que vous avez une forme primitive coutoul, soit effectivement que vous supprimez la préformante de l'inaccompli. Donc si vous prenez cette deuxième solution de yikra, vous enlevez le yi, ça vous fait kra. Si vous partez d'une forme coutoul qui donne kotol, là vous allez peut-être trouver koro, c'est-à-dire kro, on va l'écrire comme ça, kro. Donc on peut imaginer les deux sont possibles. Si vous regardez euh, euh, la forme attestée, donc si on regarde le verbe kara, euh, qui veut dire, enfin pardon, à l'inaccompli, vous voyez que vous avez la forme yikra, yikra, alors il faut mettre, je dis que ce soit du calme, tant qu'à faire. Voilà, donc vous allez avoir tikra, nikra, yikra. Donc partant de là, comme je disais, vu que troisième guttural, voyez le thématique A, avec en plus un muissement du aleph, donc on l'écrit kametz. Euh, Si vous dites maintenant que vous allez passer à l'infinitif construit, vous pouvez aussi imaginer d'ailleurs à l'impératif, d'ailleurs, euh, c'est la même chose, comme je vous dis, l'impératif. Tikra, c'est ce que je vous expliquais sur mon schéma tout à l'heure. L'impératif ktol, vous passez de tiktol, vous enlevez la préformante tav et ça vous fait ktol, pas de problème. Bah, donc si vous avez yikra, tikra, tu appelles ou tu lis, enfin on va voir, on discutera un peu de ce que ça veut dire, eh bien ça vous fait kra à l'impératif. Donc là encore, on n'est pas surpris, kra, c'est tout à fait normal. Vous avez kra de façon régulière à l'impératif. Maintenant, si on regarde l'infinitif construit, j'ai mal écrit. Alors là, on est surpris de voir cro ici, et puis krat, donc de temps en temps avec la forme cro et kra, mais avec un tav. Donc on a les deux. Il y a beaucoup, je vois, il y a 153 versets, donc on va pas tous les regarder. Mais vous avez l'icro. Donc c'est intéressant, comme je vous disais, c'est que quand vous allez avoir cro comme ça veut dire qu'on revient à la forme koutoul, primitive. Mais là, on va avoir la forme avec un tav. Et la forme avec un tav, c'est normalement la forme qu'on attendrait avec un verbe troisième faible. Euh, et vous avez quand même le aleph qui est écrit. L'ikra tam. Donc ça, c'est quand même très intéressant à observer comme phénomène. C'est-à-dire que on a une forme hybride entre, d'une part, si je remonte mon tableau, entre, d'une part, euh, le hot, la forme hot d'un verbe troisième faible, hein, kara, avec verbe troisième faible, et d'un verbe troisième guttural, mais du guttural qui est faible, et donc qui vont se prononcer pareil, hein, kara, kara, ça s'entend pareil. Et donc, est-ce qu'on va avoir une forme avec une finale tav à la fin, où on va compléter l'absence de la troisième consonne en mettant un tav, ou pas? Et donc, effectivement, là, ce qu'on va avoir, c'est que donc de cette forme yiktol, yikra, on pourrait imaginer d'avoir un impératif. On peut soit imaginer cro, comme je disais, si vous revenez à la forme primitive kutul, ktol, ça vous fait cro, ou vous pouvez imaginer une forme du type krot, quelque chose comme ça, euh, euh, avec un tav à la fin. Sauf que là, on va avoir une forme, disons, hybride, où vous allez avoir, euh, on va aller chercher la forme à partir de yikra qui va faire kra,
avec un tav. Donc vous prenez le kra, ici, kra, et vous allez ajouter le tav. Le même phénomène qu'on fait avec un verbe troisième faible. Donc, vous voyez, vous avez les deux possibilités, enfin même trois possibilités, même si celle-ci, je ne me souviens pas qu'elle soit attestée. Mais bon, après, j'ai pas tout regardé. Mais donc, si vous voulez, vous avez donc la possibilité, soit, voilà, vous avez toutes ces possibilités qui sont là. Et ce qu'on observe, c'est que vous allez, celle-ci, elle est attestée, on l'a vu tout à l'heure, Crow, ou bien effectivement de dire, je vais repartir de l'inaccompli. Donc ça, c'est la forme qui vient de la forme Kutul, primitive, d'accord? Je prends le Kutul primitif, ça vous me fait Crow, et donc on peut imaginer que cette forme Crow, elle soit ancienne, entre guillemets, euh, en repartant à la forme Kutul. Ou bien, on peut imaginer une construction faite à partir de l'inaccompli, dont je supprime la préformante. De yikra, ça me fait kra, euh, et à laquelle je vais adjoindre le tav, comme je le fais pour un verbe troisième fait, parce que kra, ça sonne pareil, on ne sait pas si à la fin c'est un aleph primitif ou un yod primitif qui est tombé et pour lequel on a mis une mère de lecture hé, vous voyez, donc dans tous les cas c'est pareil, kra, là encore un grammairien sait, mais quelqu'un qui n'est pas grammairien confond les deux. Et donc, on va aller chercher le tav en disant, bah, je vais faire, c'est ce que je fais quand je conjugue un verbe avec une troisième faible. Alors, vous voyez, ce genre de construction, c'est assez évident. Même en français, vous voyez beaucoup d'enfants faire ce que nous, on va considérer comme des fautes, où il y a le verbe courir et au futur, on va dire je courirai. Alors on dit non, il faut pas dire je courirai, il faut dire je courrai. Donc on corrige les enfants. On dit, non, non, c'est pas bon de faire ça. Mais n'empêche qu'un gamin, il se dit je prends le verbe courir et puis je mets ma post-formante. Je courirai, tu couriras, il courira. Et donc on trouve ça tout à fait normal. Et c'est ce qui se passe dans toutes les langues. Donc c'est des phénomènes tout à fait naturels, tout à fait normaux, qui font que vous pouvez avoir deux formes qui peuvent coexister. Et là encore, je dis nous, aujourd'hui, parce que les enfants vont à l'école, qu'on a décrété, qu'on a l'Académie de la langue française qui a déterminé que c'était comme ça, qu'il fallait parler, pas autrement, voilà. Donc voilà, il y a des règles en français qui s'imposent et qu'on enseigne, et on corrige ceux qui... mais dans tout un tas de milieux où c'est pas corrigé, ça finit d'ailleurs par rentrer dans la langue française. Dans toutes les langues, si vous n'avez pas un organisme central qui va garantir que la langue ne va pas évoluer, dans toutes les langues, vous allez avoir ce genre d'évolution. On le voit en français, avec des variantes dialectales. On le voit en anglais aussi. Hein. Je trouve ça assez amusant. Moi, je suis américain et donc je vois bien aux États-Unis différents dialectes qui se créent, y compris avec des gens qui vont copier des syntaxes parce qu'ils sont d'origine hispanophone. Voilà. Donc c'est très très intéressant de voir des évolutions linguistiques qui sont en fait tout à fait naturelles. Toutes les langues vont évoluer de cette façon-là, surtout quand elles sont pas contrôlées. Et donc, voilà. Pour ce qui est de l'hébreu, on a donc à la fois ce phénomène, comme je vous disais, donc de cette troisième radicale aleph, qui est donc qui s'affaiblit et qui se confond d'une certaine manière avec une troisième radicale yod vav qui s'est aussi affaiblie, et avec en plus cette possibilité dans la boîte à outils de dire j'ajoute un tav à la fin pour retrouver une troisième consonne. Et donc ça vous fait krat. Et vous allez trouver donc cette forme-là, l'ikrat, mais écrite avec un aleph. Alors, si vous regardez ces deux verbes maintenant, vous avez donc, comme je vous disais, vous avez deux verbes, kara qui primitivement est une racine avec un aleph, et kara primitivement une racine yod-vav. Normalement, c'est pas les mêmes verbes. Vous voyez, ils ont des sens différents. Donc, si vous regardez dans votre dictionnaire et vous regardez le verbe kara avec troisième radical aleph, Euh, bon, d'abord, Baumgartner sont gentils parce qu'il vous dit que certaines formes suivent justement ce qu'on appelle les lamed he, c'est-à-dire les troisièmes radicales faibles, en disant voilà, c'est pour ça. Bon, ce qu'on nous dit, si vous regardez dans les autres langues sémitiques, on va vous dire qu'en acadien, vous avez le verbe qui veut dire euh, appeler, inviter, conduire, donc il y a l'idée de parler à voix haute, hein, si possible. Vous allez en syriaque, machin, bon, en mandéen, to summon, recite, recreate, donc on a l'idée de réciter, de parler. En sud-arabique, vous avez aussi la racine, appeler.
Vous l'avez en tigrien, qui est un dialecte éthiopien, mais pas du Guèze. Lire, réciter, en arabe, qara'a, déclamer, réciter, lire. Soit dit en passant, c'est de cette forme-là que vous avez le mot Coran. Le Coran, Qur'an, c'est un lectionnaire. Le mot Qur'an en arabe veut dire lectionnaire. Donc c'est ce qui est lu, c'est la racine kara qui veut dire lire à voix haute, hein, c'est une lecture publique qu'on fait, et donc avec une postformante an, comme en hébreu vous avez des postformantes on, shimshon, gilayon, vous avez hermon, voilà, vous avez plein de mots en hébreu en finale on. En fait, ces mots en postformante on en hébreu viennent en fait d'un a long primitif. Je vous ai déjà expliqué que le a long primitif devient o en hébreu. Et c'est pour ça que vous avez shalom en hébreu et alors que vous avez salam en arabe. Et donc, cette postformante an, que vous avez sous la forme an en arabe, que vous avez sous la forme an en araméen aussi d'ailleurs. Vous avez aussi, vous voyez, Hermon en hébreu, Herman en araméen. Et donc, de la racine kara'a, ça vous fait Qur'an en arabe. Donc, le lectionnaire, donc le Coran, c'est un recueil de textes destinés à la lecture publique. Bon. Euh, et donc, ça veut dire, normalement, lire à voix haute, en tout cas, faire quelque chose à voix haute, que ce soit quelque chose comme lire ou réciter ou appeler, ou voilà, il y a quelque chose d'idée de dire quelque chose à voix haute. D'accord? Ça, c'est le sens du verbe kara'a. Donc, voilà, ça, c'est le sens de ce verbe. Si maintenant, vous allez voir euh, que leur Baumgartner, ils vous mettent Kara 2, donc comme s'il y avait un homonyme, euh, euh, mais en nous expliquant que c'est une forme variante de Kara avec un He, c'est-à-dire troisième radical faible, Yod-Vav, euh, puisqu'en fait le sens est totalement différent, puisqu'il s'agit de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est l'idée de rencontrer. Euh, Et on vous donne ces formes-là, karat, voilà. Et vous avez un certain nombre de, voilà, d'occurrences qui sont là. Et donc, on vous dit que c'est un deuxième verbe, mais qu'en fait, ce deuxième verbe n'en est pas un, c'est surtout une variante de kara avec troisième faible. Autrement dit, il y a eu une confusion. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir effectivement kara. Alors, c'est pareil, du coup, quand vous allez voir Kara avec une troisième faible, hein, c'est marqué Kara avec un He dans votre dictionnaire, mais rappelez-vous que la troisième radicale, en fait, primitivement, est Yod-Vav. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Euh, eh bien, d'abord, on vous dit que c'est aussi une variante. euh, on vous dit que c'est une variante de Kara 2. Donc, les deux sont des variantes. Donc, que c'est une troisième faible. Et en tout cas, que ça veut dire, là, donc, effectivement, rencontrer. Hein, c'est l'idée de rencontrer quelqu'un. Euh, et puis voilà. Bon, donc on a le choix ici dans notre texte. J'en reviens à notre texte. Ici, évidemment, tel que c'est écrit, je vais vous montrer la photo du manuscrit, enfin du manuscrit de l'Ostracon. Vous voyez ici, vous avez l'orthographe Kof, Resh, Tav, Yod. Vous n'avez entre le Resh et le Tav, vous n'avez pas de mère de lecture Vav, qui vous ferait dire que ça se lit O, hein, l'ikroti. Vous n'avez pas non plus de Aleph, qui vous dirait que c'est la racine avec troisième Aleph. Voilà. Voilà, on vous dit rien. Euh, donc, difficile de savoir. Alors évidemment, il se trouve que c'est une forme qui est très fréquente dans la Bible, donc on peut se référer aux occurrences dans la Bible, puisqu'effectivement, être à la rencontre, aller à la rencontre de quelqu'un, c'est très très fréquent. Vous avez l'ikrati, l'ikrato, vous voyez, l'ikratam, et vous avez ça beaucoup beaucoup de fois, d'accord? Et donc c'est donc une construction qui est extrêmement fréquente dans la Bible. L'ikrat chotno, donc pour rencontrer son beau-père. Hein, c'est Moïse, là, Moshe, bon, voilà. Donc, à la rencontre d'eux, ou pour rencontrer, hein, littéralement, c'est pour rencontrer quelqu'un. Bon. Et donc, ici, nous, dans notre
texte ici, naturellement, effectivement, on va l'analyser de la même manière, likrati, pour rencontrer moi. Donc, à ma rencontre. Ça va être assez classique. euh, de, voilà, la vocalisation qui est attendue, c'est ça, l'ikrati. Et donc, on avait vu avant que c'était Yarod, il faut descendre. Je vous demande de descendre, il vous faut descendre à ma rencontre. Donc, descendez à ma rencontre. Hein. Quelqu'un a écrit à quelqu'un, il dit venez, voilà, je vous demande de venir venez me faire un rapport. Hein. On peut imaginer un supérieur qui a écrit à un subalterne ou à plusieurs subalternes d'ailleurs en disant descendez à ma rencontre. Donc la vocalisation elle est bonne, l'ikrati. Ce que je trouve intéressant là ici, c'est précisément le fait que il n'y ait pas la radicale aleph et donc euh, qui montre bien ce phénomène. Alors soit on part du principe que la racine est primitivement aleph, mais moi j'y crois pas puisqu'on a vu que le verbe kara'a primitivement ça veut dire appeler. Et que c'est kara troisième faible qui veut dire rencontrer. Donc si vous voulez concrètement, pour moi, il y a deux racines. Il y a une racine qui veut dire appeler, déclamer, lire, enfin faire quelque chose à voix haute. Et ça, c'est la troisième aleph. Et vous en avez un qui est troisième faible, yod vav, qui lui veut dire rencontrer. Et à un moment donné, on a confondu les deux, parce que les deux se prononcent pareil. Sauf que là, précisément, on a un cas où, vu que le aleph n'est pas écrit, on peut tout à fait imaginer qu'il n'y a pas de problème et que l'auteur de ce texte n'a pas confondu les deux racines, qu'il pense tout à fait au verbe kara qui veut dire rencontrer, qu'il sait que ce verbe n'est pas un verbe à troisième aleph. Peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs, l'amuissement du aleph en fin de syllabe n'existe pas encore. Hein. Il faudrait regarder d'autres occurrences de situations d'un aleph qui soit étymologique, qui fasse partie de la racine, qui soit en fin de syllabe, et on constate qu'il est écrit ou pas. Alors après, il peut être écrit sans être prononcé. Je suis d'accord que le fait qu'il soit écrit ne veut pas dire nécessairement qu'il était prononcé. A fortiori, s'il n'est pas écrit, là, on sait qu'il n'est pas prononcé. Donc la question va se poser avec des termes comme tson, par exemple, le petit bétail, où le aleph est en fin de syllabe, et de se dire, est-ce que tson, on le trouve écrit sans aleph? Si on trouve tson écrit sans aleph, alors on a la preuve que le aleph s'était amué, qu'il était plus prononcé. S'il est systématiquement écrit avec le aleph, alors peut-être que l'aleph n'était plus prononcé, mais que quand même on l'écrivait, c'est une possibilité. Ou bien, tout simplement, on peut supposer que le LF ne s'était pas encore amui. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le genre de travail qu'on essaye de faire en comparant la documentation épigraphique en fonction des époques. Alors, malheureusement, cette documentation, elle n'est pas énorme. On n'a pas des milliers d'inscriptions hébraïques. C'est pas comme l'acadien, par exemple, où il y a des centaines de milliers de tablettes acadiennes sur 2000 ans. Enfin, vous voyez, donc il y a une documentation massive de l'acadien. Pour l'hébreu, on a malheureusement que justement des ostracas, des inscriptions qui sont pas en très grand nombre. Là, ce qu'on a là, cette nouvelle collection, elle est quand même très importante parce qu'on en a plus de 400. Donc c'est le double de tout. Plus, enfin voilà, donc on va tripler finalement enfin on va doubler ou tripler la documentation grâce à cette nouvelle collection. Mais ça reste malgré tout un petit corpus qui est malheureusement pas aussi important qu'on aimerait le souhaiter pour savoir quels sont les mécanismes. Donc voilà, moi je ne peux pas vous dire s'il a le scribe, il a en tête la racine, troisième faible, troisième iode vave, avec une contraction de la diphtongue, et un tave qui vient compenser la perte de la troisième consonne, ou bien est-ce qu'il a en tête le verbe kara, troisième aleph, amuissement du aleph, confusion avec l'autre racine et adjonction d'un tave. Ça, c'est voilà, c'est les deux possibilités sont là, mais quand même, le fait que ce soit écrit sans aleph, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire ou des remarques? Oui, je vous écoute.
Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question. Donc votre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des parallèles. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, je vais vous montrer déjà ce que nous on a. Dans la collection d'Ostraka qu'on va publier, et donc, quand je vous dis notre édition, elle est prête, hein. Maintenant, c'est entre les mains de la maison d'édition. Ah, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'affichage? Ah, attendez, je l'avais là. Voilà, c'est là. Donc, vous voyez, on a quatre occurrences de cette racine. JH22, bah ça c'est le texte sur lequel on travaille, hein. Donc on a l'Ikrati. On a JH369 où on a aussi l'Ikrati, sans Aleph. Ensuite, JH419, on a l'Ikrat, et là encore sans Aleph. Et en JH454, on a l'Ikrati toujours sans Aleph. Donc les quatre occurrences de cette forme à la rencontre d'eux, aller rencontrer pour rencontrer. D'abord, le verbe kara, vous voyez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que dans les quatre occurrences du verbe kara qu'on a dans notre documentation, dans notre corpus, hein, de ces 450 ostracas, c'est à chaque fois un infinitif construit avec la précédée de la préposition lamed. Donc c'est pour vous dire que c'est une formule assez. Et puis bon, évidemment, comme c'est de la correspondance et des lettres, évidemment, on n'est pas surpris de trouver ça. Ensuite, dans les autres inscriptions, alors il y a un module euh, accordance des inscriptions hébraïques. Le problème, c'est pas moi qui l'ai fait, donc l'analyse, c'est aussi ça le problème, hein. Vous avez des bases de données qui sont faites, mais ça veut dire est-ce que la personne qui a balisé le texte hébreu en disant c'est tel verbe ou tel verbe, vous voyez, moi par exemple, c'est moi qui ai fait la concordance ici. Pour moi, j'ai analysé toutes ces formes en disant c'est le verbe kara, et vous voyez que je l'ai écrit avec un he. Vous voyez, en disant c'est le verbe kara rencontrer, qui pour moi est la forme primitive, avec un he, enfin troisième faible, hein, que vous trouvez kara dans votre dictionnaire, mais qui est en fait avec un iode, enfin une primitive iode vav, et non pas kara avec un aleph, qui serait appelé. Donc voilà, sinon j'aurais analysé autrement. Euh, voilà, donc là j'ai analysé comme ça. Après, qu'est-ce que les collègues ont fait ici? On va regarder. Est-ce qu'ils ont analysé le verbe kara? Ah, attendez, mince, oui, c'est ça, je le mets comme ça. Le verbe kara ici. Alors, vous avez ici l'icro. Alors, on peut mettre une traduction en anglais, si vous voulez. Et donc, vous avez l'ostracon de Lachish numéro 3. Vous avez plusieurs occurrences dans l'ostracon de Lachish numéro 3, où là, il s'agit de lire. Il est très intéressant, hein, cet ostracon, parce que cet ostracon, c'est quelqu'un qui se plaint parce que quelqu'un lui a écrit en disant qu'il savait pas lire. Et il dit, et donc la personne répond en disant, je suis vexé, hein, je, mon cœur est malade, c'est l'expression qu'il utilise. Voilà, tu me fends le cœur, je sais pas comment on dirait ça en français. Euh, Parce que justement, tu dis que je sais pas lire, mais c'est pas vrai. Je sais lire. Ça pose la question de qui savait lire et écrire, hein, de l'alphabétisation. Voilà, bon. Il dit, je sais lire, et non seulement je sais lire, mais en plus je suis capable de restituer ce que j'ai lu, de te redire. Voilà, bon, voilà. Et donc, effectivement, là, vous avez clairement le verbe kara. Donc là, on sait qu'on est dans un contexte de lecture et non pas de rencontre. Euh, et donc, voilà, donc là c'est très clairement la racine kara. Vous voyez, donc toutes ces occurrences-là qui ont été balisées avec le verbe kara avec un aleph, il s'agit bien à chaque fois du verbe lire et non pas du verbe rencontrer. Si maintenant je regarde les occurrences, attendez, je vais un peu vite. Si maintenant, alors je vois qu'ils nous mettent un kara 2 rencontré, qui a été analysé ici à la rencontre. Alors ça, c'est l'inscription du tunnel de Siloé, donc il y a aussi une inscription très connue en hébreu. Je ne sais pas si vous êtes allé à Jérusalem. Si vous êtes allé à Jérusalem, sous la cité de David, depuis la source du Gihon jusqu'à la piscine de Siloé, vous avez un tunnel.
que vous pouvez emprunter. Hein, en tant que visiteur, c'est très très intéressant parce que vous pouvez donc, voilà, on a les pieds dans l'eau, hein, même ça peut aller jusqu'à la taille. Donc faut prévoir des changes et des voilà, et se sécher et se changer. Mais c'est très amusant à faire et c'est un tunnel qui a été créé à l'époque des Échias, pour ce qu'on en sait. En tout cas, voilà, ça c'est la tradition qui explique que, etc. Bon, voilà. Et donc, ce tunnel a été creusé de part et d'autre, donc des gens qui sont partis du nord et d'autres du sud, et qui se sont rencontrés à un moment donné. Et donc, il y a une inscription monumentale gravée dans la roche à la sortie du tunnel de Siloé qui raconte ça. Et qui est une inscription très ancienne, très belle, avec vraiment des beaux jambages, tout ça. Cette inscription, elle a été découverte il y a longtemps, et à ma connaissance, si je me souviens bien, elle est aujourd'hui à Istanbul. Elle a été découpée, enfin, découpée, comment on dit ça? Parce qu'elle était dans le mur, donc il a fallu, oui, je sais pas comment on dit ça, mais oui, découper, enfin voilà, extraite du mur et transportée, et je crois qu'elle est à Istanbul aujourd'hui. Bon. Et donc, dans cette inscription, il est question de Ish, un homme, Likrat, Réou, donc, qui va pour rencontrer son prochain. Donc, vous avez un homme, son prochain, c'est la syntaxe classique en hébreu biblique pour dire l'un l'autre. Hein, quand vous dites aimez-vous les uns les autres, voilà, on a Ish et Réa, c'est assez classique comme expression. Donc, un homme qui, pour rencontrer son prochain, c'est-à-dire les gens se sont rencontrés l'un l'autre. Bon. Et donc là, vous avez Likrat, mais là encore, sans Aleph. Donc, il a été analysé dans ce verset-là, celui qui a préparé ce module accordance, qui a balisé, qui a fait cette base de données, il l'a analysé comme Kara avec un Aleph, mais au sens de rencontrer. Ben, je suis désolé, mais il vaut peut-être mieux par cohérence avec le reste euh, euh, l'analyser comme troisième faible, puisque d'ailleurs la troisième faible elle est tombée. S'il y avait un Aleph ici, ah, ok, s'il y avait un Aleph, je dirais effectivement, puisque le Aleph est écrit, bon bah on va mettre que c'est racine kof resh Aleph, hein, puisqu'il y a un Aleph. Donc je l'aurais analysé comme ce verbe kara, mais au deuxième sens, c'est-à-dire au sens de rencontrer, comme forme variante de kara rencontrer. Mais là vous voyez que celui qui a tagué ou balisé ce texte, je le prends la main dans le sac, à avoir justement être influencé par l'hébreu biblique, où effectivement, dans le Tanakh, dans votre Bible hébraïque, vous avez régulièrement l'ikrat avec le aleph écrit, alors que finalement, on l'a pas en épigraphie. Alors, si maintenant je regarde kara, cette fois-ci avec un he en hébreu, eh bien, vous avez une seule occurrence, pen yikra, et, ou je sais pas quoi, bon, de peur que, pour ne pas que il rencontre quelque chose. Voilà. Donc, alors quelque chose qui se rencontre, ça peut être rencontrer quelqu'un. Si c'est rencontrer un événement, c'est-à-dire que c'est un événement qui se produit. Hein. Il s'est passé une chose. Bon. Donc, en épigraphie, pour répondre à votre question, qui est très pertinente, je constate que dans notre corpus, euh, euh, tout comme, mais vous voyez, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pour ça que je vous dis, les inscriptions hébraïques, il n'y en a pas des milliers. La préposition lamed plus le verbe kara, et je peux d'ailleurs regarder. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, voilà, l'inscription du tunnel de Siloé, a priori, c'est la seule autre occurrence de l'ikrat. Cette expression à la rencontre d'eux. La seule occurrence d'après cette base de données. Alors, elle est peut-être pas complète parce que je réfléchis. Il y a peut-être quand même d'autres ostracas qui sont dans des collections privées qui n'ont peut-être pas été indexées. Euh, bon, je sais pas. Mais en tout cas, nous, c'est un bon exemple, vous voyez, du fait que notre corpus, là, on a quatre occurrences de cette construction, l'ICRAT, et donc à chaque fois, elle est sans Aleph. Ce qui est cohérent avec ce qu'on sait, comme je vous dis, d'un point de vue lexicographique. Parce que d'un point de vue lexicographique, le verbe rencontrer, kara, c'est un verbe à troisième faible, troisième yod vav.
Alors que le verbe kara avec un aleph, troisième guttural, c'est le verbe appeler ou déclamer ou lire. Voyez? Donc, je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas d'occurrence du verbe kara au sens de rencontrer qui serait écrit avec le F. Donc cette confusion, on ne la voit pas dans les ostracas. Il est possible que cette confusion se soit produite plus tard. Après, on manque de documentation. Donc, je vous dis, mais si je me base sur la petite documentation que j'ai maintenant, et vous voyez, là, on avait une occurrence avant, on en a quatre de plus maintenant, donc on a multiplié par 5 le nombre d'occurrences grâce à ce corpus qu'on va publier très bientôt, j'espère. Eh bien, ça permettrait de supposer qu'il voilà, il y ait pu y avoir une confusion. Ça me paraît pas absurde, d'autant plus qu'on sait qu'à des périodes ultérieures de la langue, on va avoir tendance parfois à insérer un aleph comme mère de lecture d'un son A en milieu de mot. Et ça, vous allez le voir dans certains manuscrits de Qumran. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, en milieu de mot, on veut dire ah attendez, ici il faut lire l'ikrat et pas l'ikrote, par exemple, admettons. Et donc si on met l'ikrat, on met un vav, si on met l'ikrat, on met un aleph. Vous voyez, donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, quelqu'un ait glissé un aleph là-dedans comme étant une mère de lecture, et qu'ensuite ça a été mal interprété comme un aleph étymologique qui serait parti de la racine. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, là encore, je reste très prudent. J'aimerais, si j'avais 50 occurrences en épigraphie, je serais content. Ça me permettrait d'être, comment dire, en disant, voilà, d'avoir une bonne base. Là, je n'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, malgré tout, euh, et quand même, il y a une cohérence complète, si vous voulez. Là, pour l'instant, toutes les occurrences qu'on a, il n'y en a pas beaucoup, mais toutes les occurrences qu'on a sont assez unanimes quant au fait que là, on a clairement un, une forme, voilà, avec une troisième faible, Yod Vav, plutôt qu'une forme troisième Aleph. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Bah écoutez, je suis content. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non? Bah écoutez, de toute façon, on a fini la séance. On en a une deuxième qu'on va enchaîner tout de suite, donc on va faire une petite pause. Donc, je vous invite à vous dégourdir les jambes et on se retrouve, on va dire, dans 10 minutes, quelque chose comme ça, d'accord? À tout de suite.